Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, première édition de l'année 2020. On commence par les titres. Grâce à la mise... En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a vanté son bilan social en pointant du doigt le recul de la pauvreté et les efforts consentis pour tourner la page de la crise post-électorale pour une réconciliation nationale réussie. Pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne retombe dans les mêmes travers. Au Gabon, la lutte contre la corruption a marqué les vœux d'Ali Bongo Ondimba. Chers compatriotes, les dirigeants et responsables publics doivent changer de paradigme, passer d'une logique d'annonce à une logique de résultat. En RDC, 2020 sera l'année de l'action, a indiqué Félix Tshisekedi à ses concitoyens, à qui il a promis d'instaurer un nouveau système de gouvernance pour répondre aux priorités du pays. Au Cameroun, Paul Biya a tendu la main aux rebelles de la zone anglophone, tout en mettant en garde les acteurs d'une éventuelle insurrection armée. Son homologue malien a quant à lui non seulement rendu hommage aux soldats morts dans la lutte contre le djihadisme, mais aussi appelé les Maliens à l'unité nationale. Ce devoir incombe à chacun d'entre nous. D'où que nous soyons, et quelle que soit la langue dans laquelle nous nous adressons à l'ensemble national. Le Tchadien Idrissa Déby a lui aussi évoqué la lutte contre le terrorisme, mais pour regretter l'inaction de la communauté internationale. Son homologue sénégalais Macky Sall s'est montré défenseur d'une économie soutenable pour 2020. Je salue à cet égard le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, à partir de 2020. C'est une heureuse perspective. Au demeurant, d'ici l'entrée en vigueur effective de l'ECO, rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie. Au Bénin, Patrice Talon a appelé ses concitoyens à ne jamais céder au désespoir. Il leur a promis de faire du Bénin un pays de référence. Je souhaite à chacun de vous de vivre l'année 2020 dans la paix, la bonne santé, la prospérité individuelle et collective. Bonne et heureuse année. Domingos Simoes Pereira, chef du plus grand parti du pays, le PAGC, lui-même arrivé en tête lors du premier tour, parle d'irrégularité et de manipulation. Il dit rejeter les résultats du second, tels que proclamés par la commission électorale. Domingos Simoes Pereira, 254 468 voix, soit 46,45%. Umaru Sissoko Embalo, 293 359, soit 53,55%. L'enjeu du scrutin était de mettre fin à un blocage politique en Guinée-Bissau, pays d'1,8 million d'habitants, englué dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAGC et José Mario Vaz, le président sortant arrivé seulement à la 4e place au premier tour et qui en larmes a appelé au retour de la stabilité. Les défis sont nombreux dans ce pays coutumier des coups d'État. Au nouveau président, mais mon attente, c'est qu'il développe le pays. Il développe les pays. Le président élu, également général de brigade de réserve, demande à tous les Bissau-Guinéens, dont beaucoup vivent à l'étranger, de contribuer au développement de ce pays qu'il dit martyrisé. Redresser la Guinée-Bissau, d'abord, c'est pour donner la confiance, l'assurance à mon peuple bissau-guinéen. Et une présidente d'inclusion, pas d'exclusion. À 47 ans, Umaro Sissoko Embalo s'est posé en rassembleur. Il va devoir composer avec un parlement dominé par le PAGC. C'est un moment de douleur et de recueillement pour ces familles des Makobola qui ont perdu plus de 700 êtres chers, assassinés lors de la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, encadrée selon les dires des témoins par l'armée rwandaise.
Aujourd'hui, la mobilisation d'autres frères et sœurs Bembe venus des 4 coins du monde pour réclamer que justice et réparation soient faites redonne de la force aux rescapés du massacre de rompre le silence. Je me souviens de cette période, c'était une période vraiment de détresse parce que nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos sœurs, nos mamans. Peut-être nous pourrions construire un village prospère. Nous voudrions à ce que le gouvernement et d'autres personnes de bonne foi puissent venir en aide, que les rescapés puissent être indemnisés. Pendant la commémoration, plusieurs délégations ont pris la parole pour condamner les pertes en vies humaines impunies à Makobola et d'autres villages et proposer des mécanismes de prévention de telles violences. Et donc c'est un devoir de mémoire. Qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont été tués ici et que la justice soit rendue. C'est mieux de faire suivre ça d'un centre de réflexion sur la transformation des conflits pour qu'il y ait une cohabitation pacifique. Mais il n'y aura pas cette cohabitation pacifique sans que la justice soit rendue. Et il n'y aura pas de vraie justice si la vérité n'est pas dite. À l'occasion, le ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouverneur du Sud Kivu, a déposé une gerbe de fleurs au mausolée construit en mémoire des victimes du massacre. Je ne veux pas vous dire qu'il suffit d'un décret aujourd'hui pour que le nécessaire soit fait. Il faut continuer à agir et chacun dans les limites de ses pouvoirs. J'interpelle les leaders d'opinion locaux, provinciaux, nationaux, pour qu'on se mette ensemble et qu'on essaie d'obtenir ce qu'on doit obtenir. Des séries de témoignages, pour la plupart à visage masqué et voix modifiées, étaient le point culminant de cette cérémonie, rappelant à tous l'atrocité de ces exactions. Les manifestants se sont retirés de ce qui ressemblait aujourd'hui à un champ de bataille. Sur ordre des paramilitaires d'Al-Hashd Shabi, ils ont petit à petit démonté leur campement des abords de l'ambassade, tout en scandant « On les a brûlés ». Les troupes américaines en Irak sont censées soit former les forces irakiennes, soit combattre le terrorisme. Mais le meurtre des membres des Had al-Sha'abi, c'est quelque chose d'inacceptable. Une indignation que partagent les leaders iraniens. Téhéran a convoqué le chargé d'affaires suisse pour protester contre ce qu'il appelle le bellicisme des États-Unis après des frappes aériennes américaines sur une fraction pro-Iran en Irak dimanche, puisque la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays. Premièrement, vous vous trompez. Cela n'a rien à voir avec l'Iran. Deuxièmement, si vous étiez logique, ce que vous n'êtes pas, les Américains doivent avoir du bon sens et ils devraient savoir qu'ils ne l'ont pas. Vous verriez que les gens des pays de cette région vous détestent. Pourquoi ne le savent-ils pas ? Vous, Américains, vous avez commis des crimes en Irak, vous avez commis des crimes en Afghanistan, vous avez tué des gens. De son côté, le président Donald Trump a menacé de faire payer le prix fort à l'Iran, accusé d'avoir orchestré l'attaque de l'ambassade. À aucun moment, les forces irakiennes gardant les entrées de la zone verte ne se sont interposées. C'était ma première salle de classe. Je suis entré en 4e année et c'est à ce moment-là que l'école a ouvert. Madame Taylor était mon institutrice. On nous avait dit que le bâtiment était tout neuf et qu'il fallait en prendre soin. Aujourd'hui, ils ferment, ils mettent aux enchères le bâtiment de l'école primaire de Pulaski. Ce bâtiment est situé dans le comté de Pulaski, en Pennsylvanie. Nous sommes à environ 1 heure au nord de Pittsburgh et l'école a fermé ses portes en 2017. Le conseil scolaire a décidé de fermer le bâtiment et de déplacer les élèves vers l'école principale à New Wilmington. Et enfin, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons vendre notre immeuble aux enchères. L'école étant ici, nous avons une identité et maintenant, cela a disparu. On a perdu cela. Une partie de la communauté est partie. C'est un peu comme votre famille élargie. It's kind of like extended family.
Je suppose, pour beaucoup de gens, cela ne veut rien dire, mais pour les gens d'ici, cela a beaucoup d'importance. Ce que le district scolaire essayait d'accomplir, c'était de réduire les dépenses. Vous voyez ce genre de choses se passer et c'est comme si le comté était en train de mourir. Lorsque les gens déménagent quelque part, ils cherchent une école, une église et nous avons perdu nos écoles. Le jour où ils ont voté pour la fermer, dans mon esprit, je pensais que c'était un grand bâtiment. Il devrait y avoir quelque chose qui puisse être fait avec. Je fais partie de la première promotion de cette école et mes enfants ont été de la dernière. Et maintenant, je suis propriétaire du bâtiment, ce à quoi je ne m'attendais pas. Nous espérons en faire quelque chose d'utile. Quels sont les meilleurs buteurs africains évoluant en Europe en 2019? D'après Afrique Foot, au sommet du podium se trouve Sadio Mané qui devance Pierre-Emerick Aubameyang de 3 unités. Les deux joueurs ont inscrit 31 buts en club, mais la différence se fait en sélection. Le Sénégalais finaliste de la CAN 2019 a scoré à 4 reprises, alors que le Gabonais, qui n'a pas réussi à qualifier son pays pour la CAN, a dû se contenter d'un petit but avec les Panthères. Très polyphilique en Suisse, le Camerounais Jean-Pierre Samé parvient à se hisser sur le podium, tandis que le Congolais, Dieu merci, Mbokani, intenable en Belgique, devance Mohamed Salah, qui est 5e. Le Sénégalais Mbaye Niang est 6e, tandis que son compatriote Papis Cissé et le Zambien Patson Daka se disputent la 7e place. Un autre Sénégalais, Habib Diallo, est 9e, pendant que le Zimbabwéen Tino Kadewere ferme la liste en 10e position. Le Sénégal est le pays le plus représenté dans ce top 10. Ballon rond toujours en ouverture de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Ce mercredi, Chelsea a laissé échapper 2 points sur la pelouse de Brighton en concédant un nul de 1-1. L'équipe a ainsi manqué l'occasion de consolider sa 4e place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Ce nul offre la possibilité à leur poursuivant immédiat Manchester United de revenir à 2 points en cas de succès en soirée sur la pelouse d'Arsenal, qui reste sur 4 défaites d'affilée à l'Emirates Stadium. Le milieu de terrain international allemand Julian Weigl quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre le Benfica Lisbonne. L'international allemand de 24 ans avec 5 sélections est attendu à Lisbonne dès le premier jour de ce mois de janvier pour officialiser son transfert, dont le montant s'élève à 20 millions d'euros, a indiqué Benfica dans un communiqué, sans préciser toutefois la durée du contrat. D'après le site spécialisé Transfer Market, il s'agit du 3e recrutement le plus cher de l'histoire du club lisboète. En tennis, Venus Williams a déclaré forfait aujourd'hui pour le tournoi de Brisbane la semaine prochaine en raison d'un contretemps pendant la préparation de sa 20e saison. Le septuple vainqueur du tournoi de Grand Chelem n'a plus joué depuis sa défaite au premier tour en Chine début octobre. Redescendu au 52e rang mondial après 2 saisons 2018 et 2019 sans relief et n'a plus remporté de tournoi depuis près de 4 ans. Le basketball en fauteuil roulant est de plus en plus populaire au Soudan du Sud, donnant de l'espoir aux athlètes handicapés. Certains ont perdu des jambes à cause de munitions non explosées dans ce pays miné par des décennies de conflits. Les joueurs de basket professionnels, l'américain en fauteuil roulant, y compris l'américano-soudanais Malat Wey, ont aidé ce mois-ci 80 joueurs soudanais à participer à un programme d'entraînement et à un tournoi. Le reportage à Djouba de Sheila Poni avec le récit d'Abdourahmane Dia. Malat Wey a perdu l'usage de ses jambes à cause de la polio au Soudan du Sud quand il avait 3 ans. À 12 ans, après plusieurs années dans un camp de réfugiés, la famille de Wey a déménagé aux États-Unis. Il a réussi à intégrer l'équipe de basket en fauteuil roulant de l'Université de l'Arizona. En décembre, il est retourné au Soudan du Sud en tant que modèle pour d'autres athlètes handicapés.
J'ai vécu la même situation que ces athlètes. Alors, pour moi, c'est encourageant qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment de nous. La formation en est à sa 3e année. Elle a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge et l'Association sud-soudanaise de basket en fauteuil roulant. Pour la première fois, 15 femmes ont pris part à la formation. En tant que personne en fauteuil roulant, le basket m'a fait vraiment sentir que nous pouvons faire ce que les personnes sans handicap font. Les conflits et la pauvreté sont à l'origine de la marginalisation de plus de 1 200 000 personnes handicapées. Mais des organisations comme le CICR essaient de combattre les préjugés sur les personnes handicapées. Une fois qu'ils commencent à avoir cette confiance en eux-mêmes et qu'ils commencent à réaliser que peut-être ce que l'on a toujours dit sur leur place dans la société n'est pas vrai, donc ils commencent à attendre plus d'eux-mêmes et de la société qui les entoure. Grâce à cette formation, D-Way, des athlètes de différentes tribus rivales se retrouvent pour s'entraîner et jouer comme un seul pays et oublier les conflits. C'est tout pour l'actualité sportive, John. Malatweyi a perdu l'usage de ses jambes à cause de la polio au Soudan du Sud quand il avait 3 ans. À 12 ans, après plusieurs années dans un camp de réfugiés, la famille de Weyi a déménagé aux États-Unis. Il a réussi à intégrer l'équipe de basket en fauteuil roulant de l'Université de l'Arizona. En décembre, il est retourné au Soudan du Sud en tant que modèle pour d'autres athlètes handicapés. J'ai vécu la même situation que ces athlètes. Alors, pour moi, c'est encourageant qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment de nous. La formation en est à sa 3e année. Elle a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge et l'Association sud-soudanaise de basket en fauteuil roulant. Pour la première fois, 15 femmes ont pris part à la formation. En tant que personne en fauteuil roulant, le basket m'a fait vraiment sentir que nous pouvons faire ce que les personnes sans handicap font. Les conflits et la pauvreté sont à l'origine de la marginalisation de plus de 1 200 000 personnes handicapées. Mais des organisations comme le CICR essaient de combattre les préjugés sur les personnes handicapées. Une fois qu'ils commencent à avoir cette confiance en eux-mêmes et qu'ils commencent à réaliser que peut-être ce que l'on a toujours dit sur leur place dans la société n'est pas vrai, donc ils commencent à attendre plus d'eux-mêmes et de la société qui les entoure. Grâce à cette formation, D-Way, des athlètes de différentes tribus rivales se retrouvent pour s'entraîner et jouer comme un seul pays et oublier les conflits. Jessamine Stanley a 2 missions lorsqu'elle rentre dans un studio, enseigner le yoga aux gens et leur en apprendre sur le corps humain. La plupart des personnes qui viennent à mon cours me disent ignorer que les personnes en surpoids pouvaient faire du yoga. Du coup, je leur demande pourquoi et je leur dis que les personnes en surpoids font toutes sortes de choses. Jessamine Stanley est heureuse de son apparence. Elle aime son quotidien et elle fait de son mieux pour enseigner aux gens à s'accepter. Mais il lui a fallu du temps pour en arriver là. Pendant des années, cette habitante de la Caroline du Nord a cru que son poids l'empêcherait d'exercer la profession de ses rêves. La pratique du yoga est destinée à tout le monde. Lorsqu'on ne correspond pas au profil d'une femme blanche, hétérosexuelle, fine et élancée, et généralement riche, alors on a l'impression que le yoga n'est pas pour nous. Mais à un moment donné, Jessamine s'est rendue compte que le problème ne résidait pas dans les magazines de mode ou la télévision. Elle a compris qu'elle-même doutait de pouvoir réaliser son rêve. Alors, elle a décidé d'être plus clémente avec elle-même et de s'accepter telle qu'elle est. Et là, sa vie a commencé à changer. Contrairement à ses craintes initiales, son studio de yoga est devenu extrêmement populaire et de grandes entreprises comme Kotex et Samsung ont souhaité collaborer avec elle. Elle est différente, elle est atypique, elle embrasse sa différence. Elle parle de son ventre, de sa poitrine, de toutes ces choses qu'on ne mentionne pas dans un cours de yoga. C'est à la fois réel et brut et nous avons besoin de cela. Elle est très accessible. Elle a une approche très fondamentale de l'enseignement, si bien
que rien de ce qu'elle dit en classe n'est intimidant. Aujourd'hui, le yoga reste en général une activité coûteuse, mais Jessamine espère le rendre plus abordable. Pour cela, elle a créé une application de smartphone appelée The Underbelly, le bas-ventre, qui propose une multitude d'exercices en vidéo. Mais j'ai donné ce nom à l'app, car le bas-ventre, c'est la partie la plus vulnérable du corps, celle que nous sommes le plus susceptibles de cacher, mais c'est en fait celle qui nous donne le plus de force. Jessamine espère que son exemple inspirera d'autres femmes à lutter contre les stéréotypes et à se débarrasser des préjugés qu'elles nourrissent envers elles-mêmes. Et on se quitte avec ces images des célébrations. Bonsoir.